Tu peux te laisser te présenter du coup rapidement pour les Alors, personnes qui écoutent mon podcast? j'ai plein de casquettes dans la vie. Généralement, je me contente de sortir. Je suis enseignant et entrepreneur, ce qui est vrai. Mhm. J'ai été journaliste à une époque reculée. J'ai arrêté en 2014-2015. Mais entre 2008 et 2014-2015, j'ai été journaliste. J'ai commencé par être le rédacteur chef d'une revue qui s'appelait Read Wide Web, qui était, pour faire simple, la version francophone des pages techno du New York Times. Ensuite, j'ai basculé, alors j'ai fait le printemps arabe, entre les deux. Le printemps arabe sur Facebook, les hackers du printemps arabe, tout ça, j'étais là-dedans. Et puis, j'ai basculé dans une autre revue qui s'appelle Reflet, qui est un peu une extension des hackers du printemps arabe, et qui faisait de l'investigation, mais vraiment touffue, sur des technologies de surveillance. Donc, j'ai fait partie des équipes de journalistes qui ont mis au jour les saloperies que faisait Amesis, qui vendait des technologies de surveillance à la Libye, Cosmos, qui vendait des technologies de surveillance à Bachar el-Assad, ce genre de trucs. Et puis par la suite, je me suis un peu assagi. J'ai cofondé une startup qui s'appelle Yogosha en 2014 avec des amis, eux-mêmes issus du printemps arabe. Ça s'est mal terminé. Et puis j'ai refait d'autres startups. Je suis dans l'entrepreneuriat Internet depuis les années 90, bien avant la bulle. Donc j'ai 55 ans. Voilà. On a fait à peu près le tour du personnage, j'imagine. Ouais, et puis, aujourd'hui tu parles beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis principalement. Oui, pas aujourd'hui en fait, hein, depuis un bout de temps. Hmm. Si tu remontes, ça fait un bout de temps que je parle de ce qui se passe aux États-Unis et en France. Depuis la surveillance de masse du coup, comme tu La dis. surveillance de... Ah, pas la surveillance de masse, non, j'ai surtout parlé de technologies françaises qu'on exportait dans les dictatures au Moyen-Orient et en Afrique. Non, depuis des trucs comme la souveraineté numérique, le problème que posent les GAFAM, la problématique de l'algorithmie des réseaux sociaux, euh, la- 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 l'impact social que ces algorithmes ont sur nos différentes sociétés, que ce soit les États-Unis ou la France, la passerelle culturelle que Twitter constitue. On n'a pas attendu Elon Musk, hein, MeToo, ça ne serait pas arrivé en France sans Twitter. Il y a tout un tas de choses qui sont passées dans la façon dont la culture américaine, que je connais au passage, oui, j'ai passé mon enfance aux States, et la culture française, qui, du fait de l'apparition des réseaux sociaux, ont profondément changé une relation qui était déjà très... il y avait déjà une importation massive de culture américaine à travers Hollywood avant, hein, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Mais avec les réseaux sociaux, ça a pris une nouvelle dimension, avec le cloud, les services cloud. Ça a pris une dimension de colonisation numérique. Il y a aussi une dimension d'hyper-corruption de notre côté, et pas que en France, hein, un peu partout sur le continent européen. On n'obtient pas 80% des marchés aussi facilement. Hein, et, et là, il se trouve que depuis que Trump a gagné, ce qui était mis de côté dans le débat public, ce qui était glissé sous le tapis parce que c'était des gentils, devient tout d'un coup un sujet central pour notre avenir, à nous, petits Français. Hmm. Et forcément, j'ai des clés de lecture qui sont toujours les mêmes, hein, mais qui, jusqu'ici, n'avaient pas vraiment autant d'importance et portaient pas autant de perspectives anxiogènes. Tant qu'il s'agissait de fourguer les données de santé des Français à Microsoft, ça dérangeait personne. Tant qu'il s'agissait de monter des pseudo-licornes qui étaient censés être le futur Google européen et qui s'avéraient être des faux-nez de Microsoft, ça dérangeait personne. Personne ne se posait vraiment de questions. Quand on a on a introduit Microsoft dans l'armée, pareil, ça dérangeait personne. Quand on filait tous les grands budgets d'État, récemment, EDF, avec les données stratégiques d'EDF et du nucléaire, avec Amazon Web Services, ça dérangeait personne. Et puis là, on s'aperçoit que c'est un énorme problème. Donc, du coup, ça devient un énorme sujet. Et effectivement, du coup, ça augmente de façon conséquente ma visibilité médiatique. Mais je faisais le con sur les plateaux télé depuis 10-15 ans. Hein. C'est pour ça que j'ai une certaine aisance. C'est qu'il y a 10-15 ans de pratique. Là, effectivement,
on m'invite sur des plateaux où tout d'un coup on parle de choses sérieuses. C'est pas on a invité un geek pour vous expliquer ce que c'est que tel ou tel truc. Bon, bah génial, on va pouvoir parler de tout ça du coup. Il y a un sujet dont tu as déjà beaucoup parlé, c'est le nouveau programme de fact-checking qui a été mis en place par Mark Zuckerberg. Est-ce que déjà, pour qu'on comprenne bien les enjeux, je peux te laisser expliquer comment fonctionnait la modération avant cette modification-là? Eh ben, ça fonctionnait comme ce qui a été révélé par les Twitter Files, peut-être pas aussi des pires, mais quand même. C'est-à-dire, grosso modo, une armée de modérateurs fonctionnant de concert, en l'occurrence avec des fact-checkers qui sont des journalistes issus de ce que la droite américaine appelle la legacy media, de la presse traditionnelle, qui étaient là pour, d'une part, faire la chasse aux fake news, mais aussi pour arbitrer les élégances. C'est-à-dire faire taire et mettre sous cloche certaines idées, ou au contraire, en pousser d'autres. À travers un mécanisme qu'on appelle le shadow ban, auquel clairement ils avaient accès, si j'en crois les lapsus de ma ministre du numérique. Et ça s'oppose à une autre approche, qui est celle qu'a mis en place Elon Musk, qui sont les community notes. Alors qu'il n'a pas du tout inventé. Elon Musk, il est arrivé, il a sorti tous les projets des placards pour dire, ok, ça, on y va, ça, non, c'est poubelle, ça. Et, Ça date de quand, du coup, les community notes? ça date je pense que ça a été mis au point il y a 4 ans, comme un projet de recherche dans ces énormes boîtes de la tech de type Twitter, que ça a été vaguement expérimenté à un endroit, et puis que ça a été rangé au profit justement d'une collaboration avec les fact-checkers. Et donc quand Musk est arrivé, outre le fait qu'il avait quand même un impératif de réduire de façon significative la masse salariale, il avait de toute façon dans les modérateurs de Twitter des gens qui lui étaient fondamentalement opposés. C'est pour ça qu'il les a virés. Et il les a remplacés par un algorithme qui l'attendait, qui était déjà développé, avec tout un tas de recherches qui avaient déjà été faites autour, qui étaient les community notes, qui s'appelait le Birdwatch. Avec un code qui n'a pas cessé d'être amélioré depuis. Donc c'est plutôt, enfin c'est franchement bien foutu. Ça a commencé par un système collaboratif pour ajouter une note, pour contextualiser ou contredire, au contraire dénoncer comme fake news un tweet, avec un vote de la communauté relativement simple, mais déjà bien pensé pour éviter justement de s'embarquer dans des batailles partisanes. Le côté on ne veut pas que les community notes s'embarquent dans des batailles partisanes, c'est essentiel, sinon ça va juste être une lutte de qui a la plus grosse et ça n'a aucun intérêt. Donc ça c'est plutôt bien mitigé par le code et ses différentes versions, de façon à s'assurer que quand une community note fait consensus, c'est un consensus qui est fait par des gens qui habituellement ne font pas consensus et donc qui appartiennent à des biais politiques différents et distincts. C'est comme ça qu'une community note peut être validée. C'est absolument pas un vote de popularité avec le plus de likes. C'est absolument pas comme ça que ça marche. Et en plus, ça marche sur 12 dimensions d'évaluation des community notes, pas sur un like. Et c'est bien foutu, bien pensé. Tu peux détailler du coup ce point-là, les 12 points? Bah, vous allez dans les community notes et vous regardez les critères d'évaluation en positif ou en négatif. Vous en avez 6 points positifs, 6 points négatifs. Je les connais pas par cœur. Mais c'est vraiment 12 critères d'évaluation en bien et en mal, qui permettent de savoir si on est en train d'évaluer une fake news ou si on est en train de rajouter un contexte, qui permettent de comprendre si c'est lié à un média, dans quel cas il faut que la community note suive le média même si quelqu'un d'autre le reposte, ou c'est lié à ce qui accompagne le média dans le tweet, dans quel cas c'est pas la peine de faire suivre la note sur un autre média, sur une reprise de ce même média. Enfin, c'est très bien pensé. Très très bien pensé, et ça a été imaginé dans les labos de Twitter bien avant qu'Elon Musk ne prenne le contrôle, à une époque où cette collaboration avec les fact-checkers n'était pas acquise, n'était pas vraiment en place, et donc on explorait d'autres approches pour faire ce fact-checking. Vraiment, encore une fois, Elon Musk n'a rien inventé, il a juste trouvé le truc tout chaud dans le placard, et il a mis le paquet dessus. Ça s'est considérablement amélioré ces 2 dernières années, notamment en termes de rapidité avec laquelle ça peut choper une fake news. Quand ça a démarré, il fallait une journée. Là, en 4 heures, une fake news sur un bon gros compte, c'est débunké en moins de 4 heures. Donc c'est intéressant parce que la simple nature algorithmique de l'instrumentalisation, on n'est pas loin de concepts comme l'intelligence collective. Pas tout à fait, mais on n'est pas loin. Et tirer parti de l'intelligence collective,
ce qu'on fait dans les marchés prédictifs dont on parlait avant de commencer l'enregistrement, c'est une science mathématique qui n'est pas évidente et qu'ils ont l'air de bien maîtriser, surtout dans une dynamique d'amélioration continue. Par itération. Donc ce petit projet au sein de Twitter, franchement, est plutôt enthousiasmant et donne des résultats. Et puis le projet précédent avec les fact-checkers, maintenant que Zuckerberg a fait des révélations, commence à terrifier tout le monde, aussi bien les gens qui ont été censurés de la sorte, c'est-à-dire essentiellement des gens de droite, mais aussi tout un tas de gens qui avaient un problème avec le vaccin d'une façon ou d'une autre, ou des gens qui essayaient de poster des trucs sur Gaza, sur Facebook, qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient aucune réactivité, ou des choses comme ça. Ça fait qu'il y a énormément de gens qui ont réalisé ce qui se passait, et qui sont assez révoltés par ce qui s'est passé, parce que c'est passé de façon totalement clandestine, avec la complicité des journalistes et des médias, qui ne sont pas forcément tous conscients, loin de là, de ce qui s'est passé. Hein. C'est des responsabilités qui sont tellement diluées dans la masse de journalistes, médias, ONG, machin, qu'au final, il y a certaines personnes qui sont parfaitement conscientes et totalement responsables, mais il y a énormément de gens qui ont collaboré à tout ça, qui ne sont pas vraiment conscients de ce à quoi ils ont pris part. Et ça crée un début de débat public sur c'est quoi la liberté d'expression et au fait, comment ça fonctionne la régulation aujourd'hui. Et tu t'aperçois que non seulement tu as un algorithme qui a fait taire certaines opinions au profit d'autres, ce qui dans une démocratie sent très mauvais, que non seulement les médias ont contribué à tout ça, mais que personne n'est vraiment au clair sur ce que c'est que la liberté d'expression dans la démocratie française. Et on sait tous qu'elle est extrêmement différente de la liberté d'expression à l'américaine. Hein. Et Dieu merci, hein, on n'a pas trop envie de voir les louanges d'Adolf Hitler sur une télévision à une heure de grande écoute. Mais on n'est pas pour autant bien capable de la définir, encore moins capable de comprendre comment, à partir éventuellement d'une définition juridique, on pourrait arriver vers une algorithmie. Et on a de façon assez violente le reveal de ouais, il y a une algorithmie, non, ça n'a rien à voir avec les fake news, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est autre chose, et c'est pas très démocratique. Et pour couronner le tout, on a un cadre législatif européen qui s'appelle le DSA, qui est censé justement encadrer la modération des réseaux sociaux, et qui fonctionne avec une balkanisation de la liberté d'expression au niveau européen, c'est-à-dire que chaque pays au sein de l'Union européenne va avoir ses shérifs de la liberté d'expression qu'elle va nommer et qui vont faire l'arbitrage des élégances dans l'espace francophone, dans l'Espagne, dans l'Italie, en Hongrie, en Pologne, en Belgique. Ça va être vraiment balkanisé. C'est déjà balkanisé, ça c'est en place depuis à peu près un an. Le DSA est en application depuis fin février dernier, ou début mars. Et on ne sait toujours pas qui sont ces signaleurs de confiance. Les shérifs de la liberté d'expression en France, mystère. C'est totalement confidentiel. Et j'ai regardé, on n'est pas de loin le seul pays européen à tenir ça à l'abri du regard indiscret des citoyens. Donc ça pue. Ça pue et il y a beaucoup de monde qui se disent que ça ressemble quand même à toute autre chose que de la démocratie. Bien sûr. Et alors là, du coup, ce qui s'est passé avec Mark Zuckerberg, c'est en place que aux États-Unis pour l'instant. Ce qui s'est passé avec Mark Zuckerberg, c'est que les représentants légaux de Facebook, de Meta, sont allés voir notre bonne ministre du numérique, Clara Chapaz. Il s'est passé un échange, et d'un côté, on avait Meta qui avait, dans l'appel de Zuckerberg auquel tu fais allusion, fait appel à la puissance américaine pour les aider en cas de problème, en cas de négociation. Et de l'autre côté, une ministre dont on ne sait pas si elle va rester en place 2 semaines, 2 mois, 3 mois peut-être, on ne sait pas. On va voir. Okay. Donc pour l'instant, on ne sait pas très bien à quelle sauce va être mangée l'Europe. Si on regarde un peu ce que raconte l'entourage de Trump, à commencer par le vice-président des États-Unis, clairement, ils ont l'intention de mener un bras de fer sur ce point précis. Ils ont des injonctions, bon, ça n'étonnera personne de l'entourage de Trump, mais des injonctions assez belliqueuses sur leur vision de la seule et unique démocratie.
J.D. Vance, c'est un mec qui ne comprend pas comment on peut imaginer mettre en place une censure dans une démocratie. Pour lui, c'est incompatible avec l'idée de démocratie. Et pour lui, la notion de censure, c'est le premier amendement, c'est-à-dire l'intervention de l'État dans la libre expression du citoyen. Point barre. C'est simple, efficace et clair. Aux États-Unis, hein, pas chez nous. Mais pour les Américains, c'est le premier amendement. Et le second amendement, c'est si on vient de faire chier sur le respect de la Constitution, tu peux prendre un flingue et tirer dans le tas. C'est dire s'ils sont un peu... Et puis c'est comme ça depuis 250 ans. La Constitution américaine, pour les États-Unis, c'est la Bible. Et c'est un pays dans lequel la Bible, ça déconne pas. Alors que chez nous, c'est un texte technique qui sert à faire tourner la machine d'État. Que personne ne comprend très bien. Il faut faire appel à les constitutionnalistes pour en comprendre la finesse. C'est pas le cas de... Tu vas en fin fond du trou du cul de la Louisiane, ils connaissent la Constitution américaine. Tout comme ils connaissent les amendements de la Constitution américaine, comme ils connaissent les 10 commandements. C'est la base. C'est une culture qui est très, 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 très différente. C'est vraiment incroyablement différente. Et ça, c'est en train de nous péter à la gueule aussi. Parce qu'on n'a pas la même tradition démocratique, on n'a pas la même définition de la liberté d'expression, on a marché, piétiné cette définition de la liberté d'expression, tout comme nos amis américains, nos amis démocrates américains. Les Américains, tout d'un coup, sont en train de revenir back to basics, et nous, il va falloir qu'on trouve un consensus sur ce que c'est que la liberté d'expression. Et ça va pas être simple, mais c'est un débat public passionnant, hein. Mais ça va pas être simple du tout. Concernant les community notes dont tu parlais, est-ce qu'il y a des failles à ce système-là? Je sais pas, le fait que des gros groupes, par exemple... J'ai rien vu de convaincant pour l'instant. Je te dis pas que tout est parfait, hein, loin de là, mais j'ai absolument rien vu en termes de groupes qui s'organisent. Si, en termes de groupes qui s'organisent, j'ai vu des trucs, hein, mais avec succès, rien de probant. Il n'y a rien sur X récemment qui aurait pu... Non, à droite, à gauche, tu as des community notes, tu te dis, oui, là, ça va pas. Mais des groupes qui se constituent, il y en a vraiment eu plein, hein. Pour impacter les community notes, le seul truc efficace que j'ai vu, c'est des groupes qui se constituent pour les écrire très proprement, dans les règles de l'art, en choisissant toujours la bonne source, celle qui va faire consensus, en le rédigeant de la façon la plus neutre possible. Comme on doit rédiger une community note, et comme tu apprends à le rédiger dans le processus de qualification, hein. Tu ne peux pas participer d'entrée de jeu aux community notes. Il faut passer par un processus de qualification où tu vas apprendre à la rédiger comme il faut, comme tu peux apprendre à rédiger un truc dans Wikipédia. Donc le seul succès possible pour s'organiser et faire des community notes, c'est de se mettre dans un groupe militant et de se dire, ok, dès qu'il y a quelque chose qui est du fake news contre nous, on va s'organiser pour rédiger des community notes de façon très rigoureuse et très propre, qui vont facilement faire l'unanimité. Plutôt que de dire « Ah, c'est de la fake news parce que mon candidat, moi, il a dit ça », et là, la community note ne passera jamais. Et c'est très bien, ça augmente la qualité des contributions, c'est parfait comme... au contraire, c'est pas parce que t'as certaines façons de récolter l'intelligence collective, ou si les gens se font une conspiration, ou ont des éléments que les autres n'ont pas, ou s'entendent entre eux, ça contribue à la qualité du système. Typiquement, si tu as un marché boursier, si tu as des gens qui, au sein du marché boursier, font du délit d'initié, ils truquent le marché. Donc ça, c'est un marché qui ne peut pas souffrir de délit d'initié, typiquement. Mais si tu prends un marché prédictif, comme Polymarket, il n'y a aucun problème que tu aies des délits d'initié, ça ne fausse pas le marché, du tout. C'est contre-intuitif, parce que tu as l'habitude de considérer que le délit d'initié, c'est mal. Mais si le endgame, c'est justement la prédiction du marché prédictif, c'est pas mal du tout. Au contraire, ça améliore les résultats. Donc, tout ce que j'ai vu en termes de coordination de groupe, dans le but d'aller s'affronter aux committee notes pour faire peser en faveur d'un camp, n'a que des impacts politiques. Que des impacts positifs. Ok. C'est marrant parce que tu vois, il y a quelques années, on parlait de l'émergence du Web3, de la fin de la censure, etc. C'était un sujet qui était très tendance. J'ai l'impression que là, on y vient d'une autre manière, du coup, sans les coins, les cryptos, etc. qui y sont associés, juste par des changements d'algorithme peut-être. Juste par un changement d'algorithme et par un abandon de la censure. Après, attention, on n'est pas encore là en Europe, hein. Je pense qu'il va y avoir dans les semaines et les mois qui viennent des grosses négociations sur
à quel point on tolère que les petites démocraties européennes, chacune dans leur coin, censurent leur population. Il faut rappeler que le mécanisme, c'est le DSA permet à chaque autorité de tutelle dans chaque pays européen, en France c'est l'ARCOM, de désigner des signaleurs de confiance, des shérifs de la liberté d'expression, et il n'y a guère qu'eux qui, à travers leur signalement, toi et moi on peut faire le signalement, mais ils s'en foutent, il y a 400 millions d'Européens qui font des signalements, ils ne peuvent pas gérer. Mais par contre, les signaleurs de confiance, quand eux ils font un signalement, c'est pris très au sérieux, parce que là ça peut escalader en vraie bataille judiciaire pour ensuite mener lieu à des amendes de fous furieux. Donc là, il y a un vrai bras de fer avec les signaleurs de confiance. Mais in fine, le juge ultime, c'est un mécanisme qu'on a privatisé auprès des plateformes. Donc, c'est les plateformes qui décident si, oui ou non, elles vont faire sauter le contenu remonté par le signaleur de confiance. Et les plateformes, aujourd'hui, c'est la puissance américaine. Parce que très clairement, le discours de Zuckerberg, hein, je reviens, c'est très clairement un appel du pied à la puissance américaine pour être derrière eux dans ce bras de fer qui s'annonce. Il faut comprendre qu'avant, le filtre fait par les fact-checkers, les IA et les machins, il était fait en amont. Et donc, on avait un flux préfiltré que les signaleurs de confiance en aval affinaient dans le filtrage. Là, on ne sait pas très bien ce qu'on va récupérer en amont. Est-ce que l'IA, ils vont paramétrer différemment la toxicité à partir de laquelle ils enlèvent les contenus? Est-ce qu'ils vont altérer le calcul de la toxicité dans ces IA qui préfiltrent ces contenus? Est-ce qu'ils vont juste laisser tomber tout ce qui ne concerne pas des abus de la loi évidente, la pédophilie, le trafic de drogue, le terrorisme, des trucs comme ça? On ne sait pas très bien. Et comme tout ça a été fait dans la plus parfaite opacité par les démocrates jusqu'ici, et puis vraisemblablement par des antennes locales, hein. Au terme d'IA, c'est évident qu'il y a eu des laboratoires de recherche à droite à gauche ou des entreprises privées, on ne sait pas, on va voir. J'imagine qu'il va y avoir des investigations qui ont participé à une localisation de ces IA pour censurer. Et de cette façon de faire la chasse à des opposants politiques avec des mécanismes de tri. Mais pour l'instant, on n'a pas la moindre idée enfin si on a des petites idées de comment ça se passait localement en France, mais juste des idées, pas des preuves. On n'a pas grande idée, quoique, de comment ça se passait avec les IA qui filtraient et les fact-checkers. Surtout les fact-checkers, parce que les IA qui filtraient, on a de bonnes idées, il suffit de les écouter, enfin d'écouter l'entourage de Trump qui parle de tech. On n'a pas de preuves, donc il faut quand même prendre un peu de recul avec ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent est tellement cohérent avec ce qu'on nous révèle chaque jour que j'ai peur qu'ils aient raison. Mais pour la partie française, on n'a pas la moindre idée. Enfin, ça demanderait des grosses investigations costauds. Et malheureusement, je pense pas qu'il va y en avoir. J'espère me tromper, mais les journalistes d'investigation, c'est des gens de gauche. J'ai pas en tête un mec de droite qui soit un journaliste d'investigation de haut niveau, quoi. Un calibre du genre Fabrice Arfi ou Marc Andevelde ou des gens comme ça, ils sont tous de gauche. Donc ils vont pas faire une investigation là-dessus. Donc je suis pas optimiste, quoi. J'ai pas un grand espoir que le Figaro ou Valeurs Actuelles y arrive. J'espère me tromper, hein, mais j'ai certainement des préjugés négatifs vis-à-vis de ces deux-là, mais on n'est pas dans une situation démocratique fantastique, quoi. Toi, je sais que tu as été professeur aussi, du coup, à Sciences Po. Enseignant. Enseignant. Professeur, c'est un grade universitaire. Ok, enseignant, excuse-moi. Et même sans ça, comment est-ce que toi tu fact-check du coup une information quand tu la vois? J'imagine que tu as des sources, des Comme tout le méthodes. monde comme tout le monde dans le journaliste, tu trouves différentes sources, tu vérifies tes sources, tu vérifies qu'elles soient distinctes. Et puis on était dans des domaines qui étaient très techniques. Donc au final, c'est sans doute plus facile à fact-checker que bien d'autres choses quand toi-même tu es entouré d'experts de la technique en question. C'est pas comme si demain je devais fact-checker un truc en biologie où j'y connais rien du tout. Là, on fact-checkait des trucs très techniques au sein d'une équipe où il y avait des gens affreusement techniques. Je ne vais pas dire que c'était facile parce que c'était des technologies vraiment compliquées, mais on avait une documentation technique de fou qui nous arrivait de toutes parts à travers des informateurs, et puis vraiment des gens qui étaient capables de comprendre des trucs extrêmement pointus. Donc, c'était certainement pas si difficile. Et puis, c'est une méthode, ça s'apprend dans les écoles de journalisme, hein, non pas de fact-checker, mais de vérifier ses sources.
Il y a des sites de référence que tu pourrais donner pour le grand public ou... Non, 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 je suis pas, j'enseigne pas le journalisme. C'est vraiment le b.a.-ba. Je répondais à un type sur Twitter il y a pas longtemps qui découvrait que la génération des intelligences artificielles issues de la big data n'avait absolument rien à voir avec les LLM qu'il avait découvert avec ChatGPT et que c'était deux choses totalement distinctes. Oui, non, oui, j'ai pas un cours pour enseigner ça. Je saurais pas sur ce sujet aussi, je saurais pas te pointer une ressource, mais c'est la base, c'est l'histoire des technologies. Et là, vérifier une source, enfin, c'est la base, c'est la base, c'est la première année en école de journaliste. Donc ça se trouve, il y a plein de livres écrits là-dessus, il y a plein de cours écrits là-dessus. Tout est disponible en ligne ou presque. C'est pas se reposer sur une armée de fact-checkers qui sont assez uniformes idéologiquement et payés par des milliardaires qui contrôlent les médias. À un moment, faut arrêter de dire, on l'a un peu cherché aussi. Faut apprendre. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre. Et comme citoyen, je pense que vraiment apprendre à vérifier une information. Déjà, on commence par ne pas s'emballer dès que l'information vous fait plaisir et que elle va dans le sens du vent et elle vous brosse dans le sens du poil. C'est la pire chose qu'il peut y avoir. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à rouler les gens. Mais après, bah, on tape sur Google ou même on demande à ChatGPT. Je pense que ChatGPT peut s'en sortir à ce stade. Et aller demander à ChatGPT comment est-ce que je vérifie une information, comment est-ce que je croise des sources, c'est quoi le travail de vérification d'information qu'un journaliste doit faire systématiquement avant de publier une information, ce genre de choses. Je suis certain que ChatGPT s'en sort. Bon, bah, c'est génial. Merci beaucoup sur ce point, Fabrice, en tout cas.